Malik Fallo, bonjour. Bonjour, monsieur Maron. Vous êtes le fondateur et CEO de Polaris Secure Technologies, une entreprise qui fait un peu dans la sécurité informatique, entre autres. Dites-nous, c'est quoi qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre travail? En quoi ça consiste? D'accord, ok, oui, bonjour, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation, merci beaucoup pour l'ensemble donc, des auditeurs de votre radio, effectivement. Donc pour présenter Polaris Secure Technologies rapidement, nous sommes un cabinet de conseil qui a été créé donc depuis 2010 en France donc, et qui a donc effectivement une représentation au Sénégal depuis 2017 qui fait de l'audit en cybersécurité. Donc on fait des audits aussi bien techniques, des pen tests d'intrusion, donc jusqu'aux audits de certification. Nous travaillons donc avec un organisme de certification donc, qui nous mandate régulièrement pour aller auditer des structures, pour les certifier donc, sur des normes de la cybersécurité de façon globale, ISO 27001 ou des normes des TSI, donc pour certifier donc, des autorités de confiance PKI. Ça, c'est le premier volet de nos activités. Il y a la partie formation. Donc, nous dispensons régulièrement donc, des séminaires, des stages pratiques, donc, où on a une bonne partie donc, de mise en œuvre pour des opérationnels, des ingénieurs, des techniciens donc, qui vont directement appliquer donc, les technologies, les techniques que l'on apprend donc, en entreprise. Des séminaires qui s'adressent à des décideurs, généralement des DSI. Ou des RSSI donc, qui veulent avoir donc, un vernis assez marqué donc, sur la partie cybersécurité sans pour autant aller jusqu'à la mise en œuvre. On fait aussi des cours de certification ISO 27001, lead auditeur, lead implémenteur ou risk manager ISO 27005. Donc voilà en gros donc, c'est la partie formation. Et le dernier volet de notre activité, c'est le conseil. On accompagne donc les sociétés qui le souhaitent à mettre en œuvre les bonnes pratiques de sécurité en faisant donc en préconisation donc en préconisant donc des solutions de sécurité, en préconisant une démarche SMSI par exemple pour ceux qui veulent être certifiés ISO 27001 en implémentant la norme donc chez eux, etc. Donc voilà nos activités en gros. La sécurité des systèmes d'information, vous êtes expert dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi concrètement? Bon, la sécurité des systèmes d'information, c'est l'ensemble des processus organisationnels, techniques, qui permettent d'apporter donc, la disponibilité de l'information, la confidentialité de l'information, l'intégrité de l'information et la traçabilité de l'information. 3 items, voire 4, qui permettent de définir la sécurité de l'information. C'est quoi la disponibilité? Donc, de faire de sorte que l'information soit accessible et utilisable par une personne qui est autorisée à aller donc vers cette information-là. La confidentialité, c'est le fait que seules les personnes, les processus, les entités, les actifs qui ont droit donc à accéder donc à cette information puissent y accéder et seulement ces personnes et ces processus-là et pas d'autres personnes qui ne sont pas autorisées à aller vers l'information. L'intégrité, c'est le fait que l'information ne soit pas altérée. Donc qu'on n'en ait pas plus, qu'on n'en ait pas moins, donc l'information soit entière, qu'il n'est pas altérée, donc on essaie de protéger de cet aspect-là. Et le dernier point, donc, c'est la traçabilité, faire de sorte que, ou la traçabilité, ou on peut l'appeler aussi l'imputabilité, donc qui permet de savoir qui a fait quoi, à quel moment sur le système d'information. C'est la protection de ces 4 critères qui nous permet d'apporter donc une sécurité de nos systèmes d'information. Voilà une définition un peu vulgarisée donc, de la sécurité de l'information. 100% sûr ou bien il y a des failles? La sécurité à 100% n'existe pas, ça c'est une utopie comme on dit. Tout système est piratable, il suffit juste de mettre les moyens qui vont bien en face pour avoir donc pour pouvoir pirater cette information-là. Donc il va falloir qu'on se mette des critères de sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité réellement? Quand on dit que mon système d'information est sécure, qu'est-ce que ça signifie? Mon système d'information est sécure lorsque un hacker qui est en face doit investir plus de moyens pour accéder à cette information qu'elle ne lui rapporterait. Si je dois investir 100 000 francs CFA pour aller récupérer une information que je ne peux vendre, que je ne peux valoriser qu'avec 10 000 francs, je ne le ferai pas. Donc il faudrait que je fasse de sorte que, effectivement, avoir ce critère-là. Le deuxième critère de sécurité pour dire qu'un système d'information est sécure, c'est de faire de sorte que l'information, la disponibilité de l'information soit là, le temps pour accéder à cette information soit largement supérieur à
au temps de disponibilité de l'information. Pour craquer un mot de passe, par exemple, il me faut une centaine d'années pour le faire, ben, je peux être tranquille. Donc, parce que le mot de passe, effectivement, la personne qui craque le mot de passe n'est pas sûre d'être là quand le mot de passe sera craqué. Et même s'il est là, il n'est pas sûr que celui à qui appartenait le mot de passe sera encore là. Donc, il faudrait faire de sorte que c'est un des critères, par exemple, qui pousse aujourd'hui, sur les préconisations de sécurité, à avoir un mot de passe long, un mot de passe complexe. C'est juste pour rallonger le temps de craquage, parce que tout mot de passe est craquable en réalité. Donc, il faut rallonger tout juste le temps de craquage de ce mot de passe et derrière, effectivement, faire de sorte que le mot de passe soit changé régulièrement. Donc, une fois qu'on l'a cassé, donc au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, au bout de 10 mois, on l'aurait changé. Donc, entre-temps, et quand la personne aura craqué le mot de passe, il ne pourra plus l'utiliser parce qu'il a été changé. Il a été changé donc sur le système d'information. Voilà les critères, les 2 critères qui nous permettent de dire qu'un système d'information est sécurisé, mais sécurisé ne veut pas dire sécurisé à 100%. On assiste de plus en plus à des attaques comme ça, de cybercriminels. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y avait un mois, il y a ça doit remonter peut-être d'un an, il y a des institutions qui ont été attaquées. Oui. Au Sénégal aussi, il y avait aussi l'ADIE qui a été attaqué. Est-ce que c'est des choses évitables ou bien il n'y a pas de solution vraiment? Oui. Bon, évitable, notre rôle c'est ça, c'est de faire de sorte qu'une attaque réussisse soit de plus en plus difficile. Mais on ne peut jamais être à 100% sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une attaque, il ne pourrait pas y avoir donc d'attaque sur nos systèmes d'information. On met des moyens de protection qui nous permettent effectivement de renforcer le système d'information de sorte qu'une attaque soit difficile à mettre en œuvre. Et puis, il faudrait compléter par ces moyens de protection donc, du système d'information par des moyens de détection qui permettent qu'une fois, malheureusement, si le système arrive à être hacké, donc on puisse s'en rendre compte en temps et en heure pour pouvoir réagir. Donc c'est ça la détection, donc ce qu'apporte en plus donc la détection des attaques sur le système d'information. Évitable, ça dépend, il faudrait diagnostiquer et savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé. Si on a développé mal une application, effectivement que l'application soit hackée, c'était évitable parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour diminuer les risques donc de hacking donc sur notre système d'information. Effectivement, ça aurait pu être évité. Mais si on a fait donc le maximum, ou en tout cas le plus de moyens possibles pour protéger notre système d'information, et malheureusement parce que quelqu'un est plus fort par ailleurs, il a plus de moyens par ailleurs, c'est la NSA, c'est la Mossad, c'est des institutions donc, qui ont donc des moyens incommensurables pour venir se balader dans nos systèmes d'information quand ils le souhaitent. Pour cela, c'est pas pour cela qu'on met nos sécurités en réalité. Sauf quand on est un État aussi, on essaie de se monter à leur niveau, de se hisser à leur niveau pour se protéger. Mais si c'est des petites institutions, de petites entreprises, c'est pas contre la NSA et contre des organismes de cybercriminalité qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants, qui détiennent énormément de moyens de ces organismes-là qu'on se protège. Est-ce que le Sénégal a les moyens qu'il faut pour faire face à la cybercriminalité, par exemple? Seul, non, parce que tout simplement, les moyens donc, pour se protéger efficacement contre de petites attaques, donc, donc des attaques qui sont faites par des petits criminels qui cherchent à s'enrichir, effectivement, toute entreprise peut se doter donc, de moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Mais par contre, quand on a en face des organismes de cybercriminalité qui sont très organisés, qui ont de l'argent, qui ont des moyens techniques, des moyens organisationnels, des moyens financiers, qui s'attaquent donc à des systèmes d'information, à des systèmes d'information de petites entreprises, des entreprises à taille moyenne ou de petits États, effectivement, forcément, on est complètement nu face à ces grands organismes. C'est la raison pour laquelle il faudrait que dans nos petits pays, entre guillemets, petits, parce que le Sénégal ne pèse pas financièrement quand on parle déjà donc, du budget donc, du Sénégal, la NSA seulement, je ne parle pas du budget des États-Unis, la NSA seulement pèse 6 fois ou 7 fois plus que le budget de l'ensemble du Sénégal. Donc, c'est pas face à l'ensemble du Sénégal, effectivement, ce budget-là, on ne le mettra pas donc, pour la cybersécurité. Peut-être 1%, 2% ou 5% représenterait donc des moyens donc, de défense. C'est pas comme ça qu'on va se protéger contre la NSA, et la NSA a des intérêts partout.
Donc, si l'intelligence, ce qu'ils appellent l'intelligence économique, les amène à vouloir s'interroger de ce qui se passe donc au Sénégal, ce qui se passe dans des environnements donc de décision donc du Sénégal pour pouvoir anticiper leur politique, effectivement, ils ne se gêneraient pas. C'est la même chose pour les autres institutions ailleurs, l'ANSSI ou d'autres institutions qui font effectivement des activités qu'on pourrait considérer comme étant des activités malveillantes, des activités cybercriminelles. Ça me fait penser à l'attaque récemment contre WhatsApp, un logiciel qui a essayé un peu d'infiltrer un peu le réseau social. Vous, dans le milieu, comment cela a pu arriver là? Comment vous pouvez expliquer ça? Comment cela est possible? Oui, d'accord. L'attaque en question, c'était une attaque donc, de ce qu'on appelle buffer overflow, donc un débordement de pile. En fait, c'est une faille dans le développement donc, de l'application. Vous savez, quand on a un conteneur, et dans ce conteneur-là, effectivement, on peut mettre une quantité donc, de matière, de l'eau ou du sable. Effectivement, si le conteneur n'est pas du tout géré de façon convenable, une fois rempli, effectivement, si on ne dit pas, une fois que c'est rempli, on ne répond plus, on n'accepte plus donc effectivement de l'information ou de la matière, effectivement, on va continuer à déverser ailleurs que dans le conteneur lui-même parce qu'il est déjà rempli. On va déverser donc cette matière ailleurs, ça peut inonder ou ça peut ensabler, ça peut écraser donc des données qui ne font pas partie de ce conteneur. Donc c'est ça le principe donc de cette attaque-là tout simplement, une attaque de débordement donc de pile tout simplement. Donc c'est la mémoire vive, la mémoire donc de WhatsApp donc qui a été attaquée même avec un appel non abouti vidéo. Donc on pouvait saturer donc cette mémoire-là et puis écrire sur des parties qui étaient nécessaires à faire fonctionner donc l'application et par conséquent, on pouvait les détourner et derrière prendre la main donc sur l'application et sur le téléphone lui-même. Donc c'était ça l'attaque en soi. Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Oui, si on le savait. Donc le problème n'est pas chez les utilisateurs, le problème est chez WhatsApp, le problème est chez Facebook qui a développé l'application, qui n'a pas su gérer correctement donc, cette pile-là. Donc, et puis il y a des entreprises qui sont spécialisées dans cela, à aller trouver ce qu'on appelle des zero days, c'est des vulnérabilités qui n'ont jamais été connues, des vulnérabilités qui n'ont jamais fait l'objet effectivement donc d'une publication et qui vendent ces vulnérabilités-là à des organisations qui ont ce besoin d'utiliser ces vulnérabilités pour aller s'attaquer donc à des États, s'attaquer à des individus qui leur semblent importants pour pouvoir savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, comment ils réagissent. Effectivement, ceux qui les font, généralement, c'est des entreprises de cybercriminalité ou de cybersécurité, entre guillemets, ça dépend qui juge finalement. Parce que la NSA a une activité forte qu'on pourrait juger aujourd'hui de cybercriminel. Mais chez les Américains, l'Américain lui-même ne le jugera pas comme ça. Il pense qu'effectivement, il est là pour défendre ses intérêts, il a parfaitement raison. Donc, il ne le jugera pas comme une entreprise cybercriminelle, mais nous, en tant qu'entreprise partenaire des États-Unis, même quand on est des amis, dans ce monde-là, on s'espionne. Donc, même quand on est des amis, on s'espionne. Donc, on a vu effectivement la NSA écouter les communications d'Angela Merkel, qui ça a fait une tollée donc, en Allemagne. Et puis plus tard, avec des publications qui ont été données donc, par Snowden, effectivement, on a vu que la même NSA donc, a écouté aussi des entreprises françaises du CAC 40, des ministres et des personnalités, de hautes personnalités donc, de la France avec l'aide de l'Allemagne. Donc l'Allemagne qui considère la France comme sa sœur jumelle, si elle peut se permettre donc d'aider les États-Unis à écouter donc les conversations, ça veut dire que tout le monde le fait quoi. On se tape sur le dos, on se dit on est copains, mais derrière chacun défend ses intérêts en réalité. Voilà. Vous êtes entrepreneur, un pied en France, un pied au Sénégal. Quelles sont les contraintes? Oui, la difficulté, c'est d'avoir deux pieds là. Donc, c'est vrai, effectivement, on a un pied là, et on a besoin des deux pieds partout. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. D'un côté, donc, en France, la difficulté n'est pas en France, parce que là-bas, on n'est pas structuré comme une très grande structure. Donc, on est très peu nombreux, et la demande est extrêmement forte. On est sollicité, on a refusé de la demande.
On essaie plutôt de nous libérer du temps pour pouvoir apporter ce qu'on connaît, notre expertise à l'Afrique. Donc, c'est notre moyen aussi donc, de contribuer à former, donc de contribuer à améliorer la compétence de nos ingénieurs, de nos cadres donc, dans ce domaine-là. Et puis, de renforcer aussi le niveau de sensibilisation des acteurs dans l'entreprise, etc. Donc, c'est plutôt cet aspect-là qui est difficile. Voilà, la contrainte la plus difficile, c'est d'avoir accès aux décideurs pour pouvoir leur faire entendre effectivement le discours qui va bien et qu'ils participent effectivement, qu'ils contribuent, qu'ils comprennent la nécessité de mettre en place donc, cette sécurité système d'information et de mettre les moyens qui vont bien et de se faire accompagner éventuellement, soit par la formation pour qu'ils aient donc les compétences en interne pour le faire ou bien en les accompagnant donc pour mettre en œuvre, effectivement mettre en place les actions qui vont bien donc pour que la sécurité se mette en place. Bon, il y en a certains qui réagissent pour les autres, au Sénégal. Au Sénégal, donc j'ai déjà eu à travailler avec certaines structures. Pour ne pas le citer, Gaïde 2000, donc j'ai eu récemment donc, une mission, voilà, terminé une mission avec eux, la Sonatel. J'ai eu à travailler avec le Crédit Mutuel, etc. Donc un certain nombre de sociétés maintenant qui commencent à s'intéresser de plus en plus donc, à ce qui se fait donc, en matière de cybersécurité. Voilà. Malik Fall, le fondateur et CEO de Polaris Security Technologies, vous étiez notre invité et je vous remercie pour votre disponibilité, Malik. Merci beaucoup Jo pour cette interview et puis au plaisir de nous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.